Bonjour, bienvenue, nouveau numéro de Ça vaut le coup sur Boursorama, l'émission qui donne du sens à votre épargne. Aujourd'hui, on vous parle des PDG du CAC 40, dont le nombre se réduit de plus en plus. Bonjour Loïc Dessin. Bonjour David. Pour Proxinvest, alors cette tendance à la dissociation des fonctions entre président et directeur général, ça se généralise de plus en plus. Les exemples dans l'actualité sont nombreux. On a il y a quelques semaines Antoine Frérot, le PDG de Veolia, qui après son raid réussi sur Suez annonçait céder la direction générale à son bras droit, Estelle Brachlianoff. C'est devenu un peu la norme maintenant, cette dissociation? Oui, alors c'est... Parce que j'aurais pu en citer d'autres, hein, évidemment. Effectivement, il y en a beaucoup. Là, chez Orange, il va également y avoir une dissociation. Puis l'année dernière, il y en a eu beaucoup chez Danone, chez Bouygues, chez Air Liquide, chez L'Oréal. Ouais. C'est devenu un peu la norme. Alors, ça a toujours été un peu la norme internationale, parce qu'en fait, il y a deux grands pays où il y a des PDG, donc des présidents de conseil d'administration qui occupent aussi la fonction de directeur général. Ce sont les États-Unis et la France. Et en France, jusqu'à la loi NRE de 2001, c'était même presque obligatoire. On avait des PDG. Depuis, on peut dissocier. Et donc, on est passé progressivement, vous voyez, d'une majorité à là, on va être finalement, avec toutes ces annonces-là, on va être à peu près à un quart seulement de PDG dans le CAC 40. Donc, ça devient la norme en France et c'est la norme dans beaucoup de pays. Ouais, un quart, donc effectivement, on va les compter bientôt sur les doigts d'une main. Tout à fait. Bon, cette dissociation entre les fonctions, encore une fois, de président et directeur général, ça répond à une demande de qui? C'est pour copier, encore une fois, certains, les anglo-saxons la réclament, c'est les agences de conseil en vote aujourd'hui. Voilà, pourquoi les investisseurs qui le demandent, pourquoi cette préférence? Alors, dans certains pays, par exemple au Royaume-Uni, les investisseurs, effectivement, n'arrivent pas à comprendre notre modèle du PDG. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à comprendre qu'un dirigeant puisse se contrôler soi-même. Et donc, ils poussent, et même les agences de conseil de vote, dont Proxinvest, on pousse à la dissociation pour finalement que le conseil d'administration ait un président et que ce conseil d'administration, collectivement, ait bien en tête que sa mission est de contrôler le chef d'entreprise, qui est le directeur général, et qui, lui, va gérer au jour le jour l'entreprise. Ouais. Sachant que cette dissociation, il faut l'expliquer, il faut le rappeler, des fonctions se fait souvent dans un contexte justement de transition managériale. C'est pas quasiment tout le temps d'ailleurs. Alors, bon, pas toujours. En fait, je pense qu'on doit distinguer maintenant des dissociations pérennes. L'État actionnaire, je pense, a été un peu échaudé par le cas Carlos Ghosn chez Renault. Donc, vous regardez chez Renault, désormais, la dissociation est plutôt pérenne. Et également chez Orange, Sénard, président du conseil d'administration, et Luca De Meo, directeur général. Chez Orange, ils veulent mettre la même chose en place avec une dissociation. Et on voit les dissociations pérennes chez Legrand, même probablement chez Danone, chez Engie. Vous voyez, beaucoup de sociétés où ça s'est dissocié de façon pérenne. Et à côté, il y a les dissociations sur lesquelles, effectivement, c'est plutôt de la transition managériale. L'ancien PDG passe la main à quelqu'un de plus jeune. Ouais. L'ancien PDG reste président. Et le nouveau directeur général peut-être deviendra PDG dans quelques années. C'est le cas, alors peut-être chez L'Oréal ou chez Air Liquide, par exemple. On dissocie parce que le président, le PDG veut rester, pardon de le dire comme ça, un petit peu, il a l'expérience, c'est un vieux sage, il veut rester dans la boîte, mais en même temps, il chaperonne son dauphin qui devient directeur général, qui peut-être voudra un jour voler de ses propres ailes. Voilà. Et qui réassociera, je ne sais pas comment il faut le dire, les fonctions de président et de directeur général. Ça veut dire qu'en fait, on revient à la case départ, là. On revient à la case départ. Voilà, je vous citais L'Oréal, mais vous voyez, L'Oréal, Lindsay Jones, c'était PDG, resté président quand Jean-Paul Agon est devenu directeur général. Jean-Paul Agon est devenu PDG. Et là, on a M. Hieronymus qui vient d'être nommé DG, Jean-Paul Agon qui reste président. Exactement. Je ne sais pas ce qu'ils font en quelques années, mais on sent bien qu'il y a effectivement ce processus de chaperonnage, d'accompagnement. On l'a vu aussi chez Saint-Gobain, où en fait on laisse quelques années, mais sous surveillance, le nouveau directeur général. Directeur général qui voudra redevenir, encore une fois, PDG un jour. On se demande à quoi ça sert. Probablement, tout ça. Alors peut-être, mais parfois non en fait. Vous voyez, chez Danone, finalement ça a été plus compliqué. De Franck Ribou, on est passé à Emmanuel Faber qui était DG, PDG, et finalement là, ils ont changé la gouvernance. Mieux vaut que ce soit pérenne. Pour vous. Mieux vaut que ce soit pérenne. Cette dissociation. Oui, nous pensons qu'il vaut mieux que ce soit pérenne parce que finalement, le monde va très vite. Les conseils d'administration travaillent beaucoup plus. C'est-à-dire que le PDG, il a été créé par le régime de Vichy dans les années 40, en fait. Et avant, on pouvait dissocier. Après les années 40, on ne pouvait plus.
Et finalement, la loi NRE a réintroduit cette possibilité. Mais le régime de Vichy, c'était finalement d'avoir un président qui décide un peu de tout. Vous voyez, qui est assez responsable, qui décide un peu tout seul. On est dans des régimes de gouvernance où on veut maintenant que les conseils d'administration travaillent beaucoup plus. Ils créent des comités, ils ont une dizaine de réunions par an. Donc leur travail a doublé, voire même triplé. On aurait dû préciser encore une fois dans les contours et les missions qui sont bien distinctes, encore une fois, du conseil d'administration qui donne un peu les grandes orientations, la stratégie, et la direction générale qui gère la boutique au quotidien. Effectivement. Alors le président du conseil d'administration, il doit organiser les travaux du conseil d'administration, faire que la gouvernance marche bien, contrôler effectivement la direction et définir les grandes orientations stratégiques, qui en fait dans les faits sont tout de même proposées par une direction générale. C'est souvent le directeur général qui propose. Après, il y a débat, il y a validation. Et il y a mise en œuvre, donc exécution de la stratégie par la direction générale. Et puis contrôle après d'ailleurs. Et contrôle. Alors, qui dit contrôle dit aussi le droit de révocation. Donc, la dissociation met le directeur général dans une situation où il doit rendre plus de comptes, finalement, son conseil d'administration. Il reste un peu sous la coupe. Il reste un peu sous la coupe, vous voyez. Et donc, on a moins de PDG peut-être un petit peu omnipotents qui parfois ont dérivé, comme un peu Carlos Ghosn ou un peu Jean-Marie Messier à l'époque, ou même... Pour les cas les plus emblématiques. Oui, voilà, pour les cas plus emblématiques. Ouais. Bon. Après, encore une fois, est-ce que cette cohabitation entre le PDG qui devient président et son dauphin, directeur général, se passe toujours bien? Parce qu'on a quelques exemples d'Engie où c'était compliqué. Non, c'est sûr que de temps en temps, les deux personnes, alors c'est vraiment un binôme en fait, hein, et donc ça doit être une relation de confiance. Donc ils doivent se parler et il y a un moment où effectivement le président du conseil notamment et son conseil d'administration peut décider de changer de dirigeant s'ils ne sont pas assez alignés sur la vision, souvent c'est stratégique, hein, de l'entreprise. Et alors ça fait partie, on va dire que c'est assez normal finalement que ça arrive et donc il n'y a aucune garantie finalement tout de même que le binôme s'entende. Et on a parfois des problèmes de transmission, c'est-à-dire qu'on l'a dit, mais le président ou le PDG qui veut transmettre, il faut qu'il trouve le bon dauphin. Et si vous voyez, par exemple, on a eu chez SCOR un revirement en 6 mois du choix du directeur général. On a eu chez Ipsos, alors là c'est même presque un peu caricatural, on a eu un changement après avoir choisi une nouvelle dirigeante, on lui a demandé on lui a mis dehors finalement du jour au lendemain. Donc on sent quand même que c'est sûr, c'est toujours plus compliqué. Ce travail collectif est plus compliqué. Être d'accord seul, quand on a un PDG qui décide seul, c'est plus facile d'être d'accord avec soi-même. Ça c'est sûr. Mais donc en matière de gouvernance, quand c'est important dans ses critères et ses choix d'investissement, cette forme d'extinction des PDG, et donc cette dissociation entre présidence du conseil d'administration et direction générale, pour vous, ça va dans le bon sens? Quand c'est pérenne. Pour nous, ça va dans le bon sens quand c'est pérenne, parce que ça traduit un travail plus collectif et finalement un conseil d'administration qui joue son rôle. Voilà. Chacun à sa place. Chacun à sa place. Et il y a de la confiance envers le directeur général qu'on a choisi, mais ça n'exclut pas le contrôle. Et donc, c'est important, effectivement, en termes de gouvernance, que chacun reste à sa place et fasse bien la partie de son travail. Ouais. Allez, merci beaucoup. Explication signée Loïc Dessin pour Proxinvest. Merci. Ça vaut le coup revient la semaine prochaine ici chez vous sur Boursorama.